Eh bien, c'est une nouvelle semaine qui commence, une semaine où nous avons un beau programme à vous proposer dans cette émission. Donc, bienvenue. D'abord, bonjour. Et vous êtes à Matin Bonheur, donc, Thierry Anjoal. Et bien sûr, à ses côtés, sa cote. Alix, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour chers téléspectateurs. On espère que vous avez passé un agréable week-end. On récidive encore et jouons peut-être les prolongations en souhaitant une fois de plus bonne fête au papa. Et on démarre une nouvelle semaine avec vous, avec beaucoup d'entrain. Et on espère que vous êtes d'appoint pour démarrer de concert cette semaine. On part pour la couleur du temps. Après, ce sera Abdelal Koné. Puis on déroule tout le programme après. À tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour. Au cours de la matinée, les régions forestières et littorales observeront un temps nuageux à très nuageux avec quelques averses pouvant être orageuses, notamment dans le sud-est. La bande centrale et le nord seront généralement nuageux avec en fin de matinée quelques averses de pluie. Les valeurs au cours de la matinée afficheront 24 degrés à Abengourou, 25 degrés à Abidjan, 24 degrés à Adzake, 22 degrés à Bondoukou, 23 degrés à Bouaké, 24 degrés à Bouna, 23 degrés à Boundiali, 24 degrés à Daloa et Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa et Giglo, 22 degrés à Korogo, Mans et Odiéné, 23 degrés à San Pedro, 24 degrés à Sassandra, 25 degrés à Soubré, 23 degrés à Tabou, 24 degrés à Tiessalé, 23 degrés à Touba et enfin 24 degrés à Yamsoukro. Durant l'après-midi, dans le sud, on aura un temps nuageux avec des possibilités de foyers orageux accompagnés de pluie, notamment au sud-est. La bande centrale et le nord du pays observeront en milieu ou en fin d'après-midi des passages nuageux accompagnés de pluie orageuse. Côté température pour cet après-midi, le mercure affichera 33 degrés à Abengourou, 31 degrés à Abidjan, 32 degrés à Adiaké, 35 degrés à Bondoukou, 33 degrés à Bouaké, 34 degrés à Bouna, 35 degrés à Boundiali, 34 degrés à Daloa, Dimbokro et Gagnoa, 33 degrés à Giglo, Korogo et Mans, 34 degrés à Odiéné, 30 degrés à San Pedro, 31 degrés à Sassandra, 32 degrés à Soubré, 30 degrés à Tabou, 33 degrés à Tiessalé, 34 degrés à Touba et Yamsoukro. Merci d'avoir suivi ces informations sur le temps. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30 et vous regardez le flash d'information au cœur de la matinale Matin Bonheur. Abidjan, sous les eaux, les dernières pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville ont fait quelques dégâts matériels dans certains quartiers de la commune de Cocody. Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, s'est rendu tôt dimanche matin sur les zones inondables pour faire le constat. On regarde le compte-rendu de Cheikh Aboubakar Koné. Sous une fine pluie, Bouaké Fofana, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, a visité les zones critiques dues au passage de l'eau après la forte pluie qui s'est abattue sur Abidjan dans la nuit du samedi au dimanche. Ces précipitations ont occasionné quelques dégâts matériels et des perturbations à certains endroits dans la commune de Cocody. Bouaké Fofana débute son périple à la Riviera où il visite en premier la célèbre rue Ministre, une zone à fort risque d'inondation. Ensuite, il s'est rendu à la Riviera Palmeret et à Bonomé pour constater d'une part les dégâts, d'autre part se rassurer de la solidité des infrastructures d'assainissement en pleine construction. Alors, les constats, ils sont connus. On a des zones critiques, des zones inondables et qui ont été inondées. Et la raison, c'est il y a des retenues à faire en amont de ces zones-là qui ne sont pas encore faites. Et tant qu'on n'aura pas construit ces retenues,
on a ces risques d'inondation. Ce qu'on a vu du côté de la Palmeraie, zone de la rue Ministre, par exemple, nous avons dédoublé les canalisations d'un côté, ce qui fait qu'il y a une zone où le problème est réglé. Par contre, on doit reprendre des eaux sur Mitterrand. On est en train de faire des travaux également tout le long de Mitterrand, quand vous allez sur la route de Benjerville. Tant que ces travaux ne sont pas terminés, les eaux vont toujours venir sur leur chemin naturel. Bouaké Fofana appelle à la vigilance et se réjouit qu'il n'a été enregistré aucune perte en vie humaine. Notre objectif cette année, c'est 0 mort lié aux inondations. Pour l'instant, je peux dire, Dieu merci, on garde les doigts croisés. Pour cette année 2021, la Sodexam, l'institution nationale en charge des prévisions météorologiques, a annoncé de fortes pluies avec un cumul pluviométrique supérieur à 30 mm par rapport à la moyenne des 30 dernières années. On parle maintenant de la fête des pères qui a été célébrée hier dimanche 20 juin. Une fête pour rendre hommage à tous ces hommes qui constituent le pilier de leur famille. Malgré la pluie, la ferveur pour la fête des pères n'a pas faibli hier dimanche. Des enfants et même des adultes ont pris d'assaut les grandes surfaces. Objectif, offrir un cadeau à papa. On regarde le constat de Franck Quadio. Dans la moiteur de cette journée dominicale, au sortir d'un week-end pluvieux, ce père de famille est bien triste. Karamoko, ivoiro-canadien, est depuis quelques mois loin de sa famille, resté outre-Atlantique. C'est sa première célébration des fêtes du père, sans sa femme et ses 3 enfants. C'est un jour spécial pour moi, mais bon, heureusement, la technologie existe. Ce matin, ma fille m'a appelé avec mon fils. Mais bon, j'aurais aimé vraiment être avec eux aujourd'hui pour célébrer cette fête des pères. C'est que ce dimanche 20 juin est un jour particulier pour tous les papas du monde. Célébration quelque peu noyée cette année par les caprices de la météo. Grande saison pluvieuse oblige. Dans quelques grandes surfaces cependant, certains ont voulu tout de même se procurer des cadeaux. Lucie et sa sœur Christine parcourent les rayons. C'est pour mon beau-frère que je considère comme un papa. Je l'ai observé et je vais lui offrir une tondeuse, c'est qu'il va aimer. Pour Christine, le choix est plus difficile, mais il finira par s'opérer après moult hésitations. Je ne savais pas trop quoi lui offrir, et comme c'est un adepte de vin, donc j'ai préféré prendre celui-là. Il a vous est content de vous être vos cadeaux. Oui. Pour faire plaisir à papa, d'autres n'ont pas hésité. Déodorant. On a choisi déodorant. Je voulais faire un cadeau à leur papa, leur grand-père et puis leur oncle. Là, on a 3 cadeaux qu'on est en train de faire pour les hommes de la maison. Une fête dédiée au papa en écho à la fête des mères, un juste retour des choses. Non. C'est pas ce genre de cadeau. Oui, c'est un bon cadeau en tout cas. Satisfaction aussi chez ces dames. L'emballage en cette période fait bien recette. On emballe beaucoup, depuis vendredi. La fête des pères, fête annuelle pour célébrer les papas. Plusieurs pays optent pour le mois de juin, mais les écrits s'accordent autour de la date de 1910 aux États-Unis pour les premières célébrations civiles, car auparavant, l'Église catholique romaine célébrait les pères de famille, et cela depuis le Moyen-Âge. Et voilà, c'est tout pour ce 6h30. On se retrouve dans quelques minutes pour l'actualité internationale. Et bien sûr, ce sera avec beaucoup de plaisir. Donc, merci à Aboulaye Koné, avec qui on ouvre cette semaine dans Matin Bonheur. Merci beaucoup. Excellente journée. Donc, allez, on va poursuivre cette émission et on va vous proposer, comme tous les lundis d'ailleurs, Matin Bonheur vous réveille avec nos équipes qui nous attendent, bien sûr, pour ce que nous allons proposer maintenant. Donc, sachez qu'ils sont travailleurs des plus gros chantiers qui, contribuent à l'embellissement du district d'Abidjan. Aujourd'hui, donc, lundi, Matin Bonheur vous réveille, se réveille donc avec vous dans la commune de Trècheville avec Ezedine Dual. Il est ferrailleur. Ezedine donc adore son métier comme toutes les personnes qui se lèvent le matin, très tôt surtout, pour vaquer à leurs occupations. On regarde.
Bonjour. On dit quoi? Bien ou quoi? Ça va? Ah, ouais. Elle commence bien cette journée. Ouf. Wow. Moi, c'est Esdine Douane. Je suis ferrailleur, je travaille dans le bâtiment. Aujourd'hui, on est là pour faire le bara comme d'habitude. Chaque jour, on vient, on fait le bara. Donc aujourd'hui, il y a des nervures attachées. Alors, on va terminer l'attachement des nervures, tout et tout, pour la dalle. Cette dalle-là, qui est en train d'être faite. Donc c'est un peu ça notre travail de ce jour-là, quoi. Voilà. Ok, je me bats ici. Ok. On doit faire des nervures. Je dépose mes barres. Je vais aller chercher les étriers. Donc j'ai mes étriers. Voilà. Les étriers, en fait, c'est... Elle se présente sous cette forme. Viens, approche. On quitte la maison à 6 h. Donc au plus tard, 6h30, on est au bara, on commence à faire le bara, voilà quoi, jusqu'à la pause. Voilà quoi. C'est un peu ça. Donc je vais m'atteler à mettre pour faire la nervure, il y a des dimensions à respecter. Donc il faut forcément, j'ai besoin d'une craie là. J'ai besoin d'une craie pour placer bien le tréteau. Ok. Donc là maintenant je vais chercher ma craie parce qu'il faut dire aussi dans le ferraillage c'est une question de dimension. Il faut respecter les dimensions. Là comme ça pour cette nervure, la distance entre deux nervures doit être de 25 cm. Je reviens avec, je vais aller chercher la craie. Là, si j'ai ma craie. Au fait, je ne vois pas mon maître. Donc, comme on a déjà fait des nervures, je prends juste une distance de 25 cm. Et puis voilà quoi. Je reproduis cette même distance sur ma barre. Bah, faut dire que le ferraillage, ça... Comment je suis rentré dans le ferraillage, c'est... À la base, je suis un interprète, donc... Je suis allé faire de l'interprétariat dans une société de construction. Et quand j'ai vu les gens en train de ferrailler tout et tout, voilà, ça m'a donné envie d'apprendre le métier de ferraillage. À côté de ça, il y a mon boss, qui m'encourageait très souvent à apprendre le ferraillage. Voilà quoi. Donc, tous les éléments étaient réunis pour
apprendre ce métier. Donc voilà, comme on appelle, de l'interprétariat, je me retrouve ici, tout et tout. C'est vraiment une bonne expérience, quoi, voilà, que j'apprécie. On apprend beaucoup de choses, voilà. On se bonifie au jour le jour. Maintenant, à l'intérieur, je vais mettre mes étriers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai besoin de 15 étriers. Trois. 4, 5. Et voilà, de retour sur le plateau de la matinale après ce petit tour en compagnie de monsieur Esdine Douel, ferrailleur dans la commune de Trècheville, qui met en tout cas beaucoup de cœur à l'ouvrage. On va le retrouver au cours de cette émission. On va repartir. Et c'est bien sûr l'affaire de Renaud Kobia que nous retrouvons après ce week-end avec grand plaisir. Bonjour Renaud. Bonjour Alix, bonjour Antoine. Bonjour Renaud. On démarre avec la grande saison des pluies qui a commencé avec son lot de désolation, hélas. Oui, c'est ce qu'indique l'expression qui révèle qu'Abidjan était sous les eaux hier. Le confrère fait le point des endroits de la capitale économique qui ont connu des inondations après les fortes pluies enregistrées dans la nuit de samedi et dimanche et invite les populations se trouvant dans les zones à risque à les évacuer. Et sur le même sujet, le ministre Bouaké Fofana lance un appel aux populations. Oui, le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité s'est rendu hier dimanche dans certains quartiers de la commune de Cocody au carrefour de l'Indénié pour constater l'impact de la forte pluie qui s'est abattue dans la nuit de samedi à dimanche sur les ouvrages de drainage des eaux de ruissellement dans le district d'Abidjan. À cette occasion, l'intelligent d'Abidjan note que le ministre Bouaké Fofana a invité les populations à adopter un comportement civique et responsable en évitant de construire dans les zones prévues pour les ouvrages d'assainissement. Et petite sortie maintenant à Escala, Accra, où les dirigeants de la CEDEAO étaient réunis ce week-end. Oui, à cette occasion, le président de la République, Alassane Ouattara, et ses homologues ont décidé de faire bloc contre le terrorisme, selon l'expression. Les dirigeants de l'organisation sous-régionale se sont retrouvés dans la capitale ghanéenne à l'occasion du 59e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui avait à son menu la situation politique, sécuritaire et économique dans la sous-région. Et on revient chez nous en Côte d'Ivoire. Donc, absence du gouvernement à l'arrivée de Laurent Gbagbo pour KKB. Eh bien, le plus important se trouve ailleurs. Oui, pour le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale, le gouvernement est engagé dans un processus de réconciliation et de cohésion sociale. Ainsi, son absence à l'accueil de l'ex-chef d'État n'enlève rien à ce processus qui est amorcé depuis un moment et dont l'un des fruits est justement le retour au pays de l'ex-président Laurent Gbagbo. Et selon Konan Kwadiro Bertin, qui est cité par l'Inter, après le retour au pays de l'ancien président, la reconstruction du tissu social, qui est la tâche la plus difficile, commence maintenant. Et cet autre titre, les partisans de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo ne veulent plus de l'ex-première dame. C'est ce que Barassa Une, le patriote, selon le confrère, les Gor, entendez par là les Gbagbo-riens veulent éjecter Simone Gbagbo du FPI. En croire le confrère qui s'appuie sur les événements survenus à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny le jeudi dernier à l'arrivée de l'ex-chef d'État. Après avoir eu les têtes d'Afi N'Guessan et de Pascal et de Mamadou Koulibaly, les Gor veulent désormais celle de la vice-présidente du Front populaire ivoirien. Une question toujours sur le même sujet. Que se passe-t-il véritablement entre Laurent et Simone Gbagbo? Oui, c'est la question à laquelle essaie de répondre le Nouveau Réveil dans son édition de ce jour. Le confrère évoque plusieurs thèses qui, selon lui, pourraient expliquer la crise qui secoue l'ex-couple présidentiel et indique que certains partisans de Laurent Gbagbo ont pris fait et cause pour l'un et l'autre. Et nous dit-on, Laurent Gbagbo est redevenu catholique. Oui, c'est ce que Barassa Une, l'Inter. Selon le confrère, l'ex-chef d'État a pris part hier dimanche à une messe d'action de grâce à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. À cette occasion, il a indiqué qu'il retournait à l'église catholique, lui qui, pendant de longues années, était un fervent chrétien évangélique.
Et on termine cette revue de presse avec, bien sûr, cette information très musicale. C'est aujourd'hui qu'est célébrée la fête de la musique. Oui, comme tous les 21 juin de chaque année, cet événement qui célèbre la musique est commémoré un peu partout dans le monde. Et pour cette édition 2021, aucune célébration festive n'est prévue en Côte d'Ivoire en raison de la Covid-19, selon Le Matin. Et néanmoins, pour marquer le coup, la ministre de la Culture, de l'Industrie et des Arts du Spectacle a produit une déclaration dans laquelle elle invite notamment les acteurs culturels à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale. Merci infiniment, Renaud. Et merci, on se reverra demain, Dieu voulant. Merci, Renaud. Donc, merci. On est encore là, oui. On reste sur le plateau de la matinale à vous partager quelques petites informations en ce jour. Aujourd'hui, donc, est lundi 21. Lundi 21 juin, on salue toutes ces personnes qui sont dans le domaine de la musique. On salue les chanteurs, les choristes, les musiciens, les danseurs, les mécènes, les chorégraphes, enfin, tout cela. La technique aussi, hein, parce que oui. Pour qui est le son, c'est des gros matos comme ça qui doivent être installés. Donc, Bien sûr. Donc, les ingénieurs de son, qu'on salue, et puis tous ceux qui sont bien, autour de cette grosse machine qu'on appelle la musique. Donc, bonne célébration et puis continuer comme ça à nous apporter de très belles choses en ce 21 juin. 21 juin 2021, donc, 172e jour de l'année 2021. Nous sommes donc à la 25e semaine. Et donc, pour ce jour, les noms calendaires à célébrer, c'est Rodolphe qui est inscrit aujourd'hui et qui est célébré en ce jour morose, un peu, à cause de la pluie. On espère que nos couleurs vous apporteront le soleil. Et puis, pour l'inspiration étrangère, c'est bien sûr le Ghana qui nous accueille aujourd'hui avec la fille qui va s'appeler Afua et le garçon Frempong. Voilà. Merci beaucoup, bien sûr, pour cette belle carte. Hein, merci à la réalisation. Donc, et vous êtes au Ghana en ce moment, dans cette émission, donc, à travers cette carte. Autre information. Ben oui. Autre information, Journée mondiale de la moto. Eh bien, objectif, donc, de sensibiliser les motards à une pratique plus responsable de la moto, c'est-à-dire, comme vous l'apercevez sur ces images, donc, il faut le casque, il faut les gants, il faut l'équipement, il faut tout ce qui va avec. C'est de la tête aux pieds. Pour éviter des drames. Des drames, tout simplement. Des drames. Ah oui. La moto, c'est une passion, mais la moto aussi peut être très dangereuse quand on ne la pratique pas avec la sécurité qui va avec. Ben oui. Et pour nous faire réfléchir encore, un proverbe. Le chien a beau avoir 4 pattes, il ne peut emprunter 2 chemins à la fois. Voilà, il a beau avoir 4 pattes, il ne peut emprunter 2 chemins à la fois. Comme quoi, il faut se concentrer sur sa direction et ne pas se disperser. En tout cas, à réfléchir, à méditer, à cogiter et puis à en sortir le meilleur pour sa propre vie. Bien sûr, et c'est le soir. Donc, tout au long de cette journée, on réfléchit bien sûr sur ces proverbes-là. On essaie de discuter et tout, de parler, d'échanger avec d'autres personnes pour ressortir les bonnes leçons. C'est ça aussi, méditer là-dessus, sur tout ce que nous vous offrons dans Matin Bonheur. On espère que vous êtes bien réveillés. Votre lundi n'est pas trop lourd. Hein. On va essayer de le rendre plus agréable, plus croustillant pour avoir une belle petite journée. Donc, n'est-ce pas, Alix? Tout à fait. On en a encore à partager avec vous. À tout de suite. Il est 7 h, merci de regarder Matin Bonheur. Place à présent l'actualité internationale. Élections régionales en France. Emmanuel et Brigitte Macron, comme pour chaque année, chaque élection votée au Touquet dimanche à la mi-journée. Le couple présidentiel a été photographié au palais des congrès de la ville, où il a voté pour le premier tour des élections régionales et départementales. Avant de se rendre au bureau de vote, Emmanuel Macron s'est offert aux côtés de son épouse un bain de foule aux alentours de 13 h, heure locale. Le visage couvert par un masque noir, il a salué les habitants venus l'accueillir sur place. Ibrahim Raïssi, chef de l'autorité judiciaire âgé de 60 ans, s'est imposé largement au premier tour vendredi face à 3 candidats après une campagne électorale terne sur fond de mécontentement général face à la crise économique et sociale en Iran. Il a obtenu 61,95% des voix selon les résultats officiels définitifs, des résultats qui donnent la participation à 48,8%. Vers 20 h, soit 15 h 30 GMT, plusieurs milliers de personnes fêtaient sa victoire sur la place Imam Hossein, dans le centre de Téhéran, au son d'un concert de musique religieuse.
Et puis sur le continent africain, tout au nord, dans le quartier des Pyramides à Gizeh, dans l'ouest du Caire, en Égypte, le site phare du tourisme égyptien continue d'attirer quelques visiteurs. Le secteur du tourisme en Égypte, qui représentait environ 12% du PIB en 2019, a été terrassé par la pandémie de la maladie à coronavirus. Après une longue période d'instabilité politique, les recettes avaient rebondi avec 13 milliards de dollars en 2019. Mais en 2020, l'Égypte n'a encaissé que 4 milliards contre les 16 milliards escomptés. Un des grands hommes d'État du XXe siècle, une star de la jet set et le premier super yacht du monde, la maison d'enchères Philips va mettre en vente un paysage signé Winston Churchill, cocktail de ses 3 ingrédients. Cette peinture à huile intitulée Vermouth Brockles, réalisée par Churchill en 1921, est estimée par Philips entre 1,5 et 2 millions de dollars. Churchill le garda pendant 40 ans avant de l'offrir en 1961, 4 ans avant sa mort à son ami et roi de la jet-set Aristote Onassis, a expliqué Jean-Paul Engelen, vice-président de Philips. En France, sur l'île bretonne, Roussic, fous de bassin, macareux, moines et phoques ont trouvé refuge. Elle fait partie de la réserve naturelle de cette île qui doit s'agrandir en 2022 pour mieux protéger ces espèces menacées au risque de faire grincer des dents. Premier lieu de naissance du pays pour les phoques gris, il accueille en tout 27 espèces d'oiseaux. La réserve naturelle nationale de cette île constitue aussi un enjeu économique majeur pour la Bretagne du Nord, avec plus de 100 000 visiteurs par an. On écoute ici quelques réactions. Parmi les espèces emblématiques, les espèces en jeu, nous avons le fou de bassin. Derrière nous, la seule colonie française est une des 54 mondiales, avec environ 20 000 couples, mais aussi le macareux moine, donc un emblème pour tout le territoire, avec une centaine de couples. Donc le dernier bastion également pour la France métropolitaine. Laissons-leur un petit territoire de tranquillité. C'est la seule colonie en France. On a prouvé scientifiquement que c'est un territoire et la définition d'un périmètre qui est bon. On a laissé des bases de navigation, des zones de pêche pour l'activité de plaisance. C'est tout à fait modéré. Beaucoup de gens nous disent qu'il faudrait aller plus loin. Un site à découvrir absolument. Et on termine avec cette brève de sport. La SEC Mimosa a fait un grand pas vers le titre de champion de Côte d'Ivoire. À l'occasion de la 5e journée de la Super Division, les académiciens ont battu dimanche la société Omnisport de l'Armée sur le score de 2-0. Les jaunes noirs sont un peu plus proches de matérialiser leur ambition de revenir au sommet du football ivoirien. Dans l'autre match de la Super Division, le FC San Pedro a étrié sur le score de 3-0 la FAD. Le week-end prochain s'annonce donc crucial pour déterminer le champion de Côte d'Ivoire. Un seul match nul de la SEC face au FC San Pedro permettrait aux Mimosa de soulever le 27e titre de leur 27e titre, bien sûr, national pour leur armoire à trophées. Et voilà, qui referme ce 7h. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, Inch'Allah. Merci beaucoup à Ablaye Kone, donc, qui a pressé de nous quitter, mais on a envie de rester encore avec lui, bien sûr. Alors, la suite du programme, c'est quoi? La suite du programme, oui. C'est conférence de rédaction à 9h. À 9h. Et puis un tout petit peu de repos. Avant de repartir. C'est pour ça qu'on avait le temps de rattraper entre 8h et 9h. Voilà, parce qu'on a enchaîné hier avec le 23h et on est là ce matin pour le 7h30. Il faut. Et donc on se ménage un tout petit peu. Il faut. Vous le faites bien en tout cas, parce que bon, on a encore besoin de vous pour un bon bout de temps. Donc il faut vraiment prendre soin de votre santé. Merci beaucoup, surtout qu'il est là jusqu'à la mi-juillet avec nous. Allez, nous, on va poursuivre cette émission et proposer Matin Bonheur vous réveille. On va retourner donc à Trècheville, rejoindre notre équipe de reportage qui est toujours en compagnie de Esdine, jeune ferrailleur, qui a un message pour la jeunesse. On écoute. Je suis le premier arrivé, comme c'est le lundi. Lundi matin, vous savez, c'est pas tout le monde qui se lève tous les lundis. Mais on est obligé d'être là, quoi, voilà, donc on fonce, on s'arrête pas. Au chantier, on n'aime pas battre en deux.
ennemi public numéro 1, il n'y a pas sondé. Le chantier, nous on soulève bâton 2. 100 kg bien chaud à taux, ce n'est pas du jeu. Au chantier, on barre comme des malades, ne veut pas jouer. Et puis le soleil ne laisse pas. Au chantier, notre ferraillage c'est de là. Donne-moi tes nailles là, j'ai fait mon quadrillage. Au chantier, les femmes sont aux doigts de la main. Ouvriers, Manawa, tout le monde gagne son pain. Quand on fait du ferraillage, une fois qu'on finit de faire ce ferraillage, on se rend compte qu'il y a de l'esthétique. Le ferraillage, c'est de l'esthétique, c'est de l'art. C'est un peu comme la musique. Tu vas au studio, tu essaies de concocter quelque chose, alors que dans le ferraillage, c'est pareil. Tu essaies de réunir différents éléments. Voilà, il y a du fer 8, fer 12, fer 10. Nous, on prend vraiment du bon temps, quoi, du plaisir à le faire. C'est avec passion, quoi. C'est la passion vraiment qui nous anime. On ne peut pas avancer, on ne peut jamais exceller lorsqu'on n'a pas de passion. C'est pas possible. Tu ne peux pas exceller dans un domaine quand tu n'as pas de passion. Donc nous, c'est un peu cette passion-là qui nous anime. Voilà. Il ne faut jamais cesser d'apprendre. On allait à l'école, on a fait des diplômes. Mais lorsqu'on voit des choses qu'on aime, voilà aussi, qui peuvent nous apporter du plaisir, parce que la vie, c'est ça aussi. Il n'y a pas que... Il y a certes l'argent, il faut chercher de l'argent pour tout faire. Hein. On a besoin de l'argent pour se mettre à l'abri du besoin, tout et tout. Mais en même temps, il faut penser à être heureux, à faire des choses qu'on aime, tout et tout. Voilà quoi, donc c'est vraiment important. Voilà, on y va à fond, on ira jusqu'au bout parce que dans le ferraillage, là actuellement je travaille comme un ouvrier, un ferrailleur, mais après il faut que je monte en grade. Hein. Voilà quoi, faire des diplômes, tout et tout, en ferraillage, dans le génie civil, et puis essayer d'avancer quoi. Je profite en même temps de cette occasion, de cette lucane pour inciter tous mes jeunes frères quoi, à faire des choses avec passion. Oui. Si on veut avoir des cracks, des gens brillants dans tous les domaines, que ce soit dans l'administration, dans le sport, dans la musique, tout et tout, on a besoin des gens qui sont passionnés. Oui. Des gens qui sont passionnés dans leur domaine, qui aiment ce qu'ils font avec plaisir. Ça, c'est vraiment important, quoi. Quand tu travailles avec plaisir, on sent que, voilà, tu es à l'aise de faire ce taf-là. Ok. Là, on va introduire maintenant la barre à l'intérieur, comme ça. Ok. Ça se passe comme ça. Doucement. On met à l'intérieur. Je vais m'assurer qu'elle est bien entrée. Comme ça. Je vais la mettre à la même dimension qu'ici. Ok. Il est placé. Bon, je peux commencer à attacher. Comme ça. Pour ne pas trop me fatiguer, je vais essayer d'attraper les deux extrémités. Oh shit! Ça va aller. Voilà. Viens ici aussi. Les deux extrémités. Ok. On va continuer maintenant. Comme je disais, ça c'est une nervure que je suis en train de faire. C'est la dernière nervure que je devais attacher là. Je vais la positionner.
Oh. Ça, oui. Il faut dire qu'au fait, on est en train de préparer cette dalle-là. Il y a deux dalles. On doit ferrailler, on doit faire du ferraillage sur les deux dalles-là. Voilà, les outils ont été déjà placés. Donc une fois qu'on va, les outils, on va placer d'abord le truc, comme on appelle. Ici d'abord, on va commencer par ici, puis ici est presque prête. On va placer les nervures, tout et tout, toutes les nervures qu'il faut. Et puis faire du ferraillage sur le hoodie. Après le ferraillage sur le hoodie, maintenant, ils vont couler le béton pour solidifier la dalle. C'est un peu comme c'est un peu ça, quoi. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, donc c'est un peu ça le travail quotidien, quoi. On barre tout le temps, voilà. On prend du plaisir, voilà, et puis voilà. En tout cas, il est passionné, c'est le moins qu'on puisse dire hein, au regard de tout ce cheminement et ce parcours qui nous a permis ce matin de vivre avec lui, Monsieur Ezdine Douel. En tout cas, beaucoup de courage à lui et à toutes les personnes qui sortent comme ça très tôt le matin pour vaquer à leurs occupations. Petit clin d'œil particulier en ce lundi à toutes ces personnes qui sont sur des chantiers pour sortir des édifices de terre. Vous avez tous nos encouragements, n'est-ce pas? Ness, oui. Nous sommes dans le deuxième temps fort, bien sûr, de Matin Bonheur. Donc, juste après Matin Bonheur vous réveille, nous allons vous proposer notre premier invité. On ira sur nos routes pour évoquer les réformes en matière de sécurité routière. On fera un état des lieux, donc, ce sera juste après ce jingle. Eh oui, le jingle qui installe M. Paul Arnaud, écout expert juridique et expert aussi routier dans sa chronique qui est campée maintenant depuis beaucoup de temps. Nous sommes à un moment de la saison, donc avec lui on va passer en revue quelques grandes réformes au niveau du transport. Bonjour M. Paul Arnaud, écout. Bonjour Alice, bonjour Angeval. Bonjour, bienvenue. On a bien sûr des dispositions diverses, transitoires et finales. On va commencer par cet article, article 259. Un délai de 24 mois est accordé aux personnes physiques ou morales de droit public ou privé intervenant directement ou indirectement en matière de transport routier et plus généralement aux usagers des voies ouvertes à la circulation publique à compter de sa publication pour se conformer aux dispositions du présent décret. Et pour être plus complet, il faut dire que c'est l'article 259 du décret numéro 2016-864 portant réglementation de l'usage des voies routières ouvertes à la circulation publique. C'est fidèle? Tout à fait, c'est la disposition finale du décret de 2016-864 qui est l'épine dorsale de la sécurité routière en Côte d'Ivoire. Alors, à la suite, bien sûr, de ce décret, on a envie de vous demander, y a-t-il eu véritablement beaucoup de réformes en matière de sécurité routière ces dernières années-là? Oui, depuis 2015, on essaie vraiment de moderniser, de professionnaliser le secteur du transport routier et son corrélé, la sécurité routière. Il y a eu beaucoup de réformes administratives. On a essayé de renouveler les instances, les institutions. On arrive aujourd'hui à l'AMU, à l'AMUGA, on parle plus de mobilité urbaine. On a réformé beaucoup de textes. On a vraiment voulu changer presque tout l'arsenal juridique. On a réformé tous les textes en matière de code de la route, dont le décret 2016-864 que vous venez de lire. On a réformé la loi sur le transport, on a une nouvelle loi d'orientation depuis 2015. On a réformé tout ce qui est conditions d'exercice. Vraiment, on est dans une grosse phase de réformes depuis 2015. Et bon, ça continue avec la vidéosurveillance qu'on voit. Tout à fait. Voilà. Et toujours au titre de ces réformes-là, on a essayé de sélectionner quelques-unes comme ça, essayer de comprendre ce qu'il faut retenir essentiellement. On va démarrer peut-être avec celle du permis de conduire. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Oui, le permis de conduire était l'une des réformes majeures. On se rappelle très bien qu'en 2015-2016, on en parlait déjà avec le permis à points. On se rappelle. Donc, le permis à points, il est bel et bien fixé dans notre réglementation, dans le décret. Malheureusement, il n'a pas été mis en œuvre, parce qu'il y a eu beaucoup de soucis, peut-être administratifs et institutionnels, mais il y a le permis à points qui est
qui est fixé comme règle à mettre en œuvre. On a réformé aussi les délais même des permis. On a supprimé le permis permanent qui était le permis B pour arriver à un permis de 10 ans. On a réduit les délais de durée des permis pour faciliter le renouvellement, la mise à jour des conducteurs. Il y a aussi une réforme même en matière pour nos amis motocyclistes. On a même instauré le permis A1 pour les conducteurs de cyclomoteurs. À l'époque, ils n'étaient pas censés obtenir un permis de conduire, ils avaient juste besoin d'une licence pour conduire. On a mis en place un permis A1. Malheureusement, on n'a peut-être pas pu déployer ce permis-là. Donc, il y a eu beaucoup de réformes en matière de permis de conduire pour l'obtention, pour la préparation. On a même réformé un peu les conditions de formation. Peut-être qu'on en parlera. Mais bon, malheureusement, ça n'a vraiment pas été abouti. Enfin, ça n'a pas vu le jour. Oui. Donc, ce qu'on peut retenir là, c'est que les réformes sont là et on va essayer de... En tout cas, les tests les ont prévus et puis bon, des institutions sont mises en place pour les mettre en œuvre. Bien sûr. Alors, hors antenne, Alix et moi, on évoquait les plaques d'immatriculation avec cet élément même qui a été diffusé hier soir sur RTI 1. Avant de poursuivre avec nos éléments, donc, on parle des plaques d'immatriculation. Il y a toutes ces indications-là qui, au niveau du ministère des Transports et tout, qu'en est-il des plaques d'immatriculation, puisqu'on en voit aussi à profusion. Oui, c'est vrai que les plaques d'immatriculation, on en voit des fantaisies de toutes sortes. Oui. Malheureusement, c'est interdit. C'est même puni. C'est une infraction. C'est-à-dire que... Heureusement. Oui, il y a 4 types de plaques qu'on connaît. Les plaques ordinaires, on va voir les plaques diplomatiques, les plaques de l'État. On va voir ces plaques-là. On connaît les formats, on connaît les formules. À part ça, tout le reste... On connaît les couleurs. On connaît les couleurs. Tout le reste, hors propos. Et donc, les plaques non conformes, les plaques fantaisistes sont punies, constituées de contraventions de 2e classe. Et donc, il y a des amendes. Il y a seulement l'amende, mais ça donne lieu à une mise en fourrière du véhicule jusqu'à ce que la plaque soit changée. Malheureusement, bon... Aujourd'hui, c'est la fête de la musique. C'est sûr que toutes les grosses stars vont se faire arrêter sur les voies. Contrairement à certains États où on permet des plaques personnalisées, chez nous, il n'y a pas de discussion là-dessus. On a les plaques conformes où on est en infraction. Mais allez-y, si tu permets. Alors, quand je mets, par exemple, Angeval la star sur ma voiture... C'est une plaque décorative. Ça ne doit pas cacher votre plaque minéralogique. Oui. Donc, vous devez avoir au moins 2 plaques. Ah, OK. Merci pour la précision. Mais voilà, la précision est de taille. Et justement, est-ce que nos forces de l'ordre qui régulent la circulation sont au fait de ces dispositions-là? Parce que, bon, force est de constater qu'on les voit circuler. J'estime que oui, mais moi, je ne parlerai même pas de nos forces. Je pense qu'avant d'arriver à la visite technique, c'est l'un des critères qui permet qui vous fait échouer à la visite. Quand votre plaque il est vieux, qui n'est pas visible, c'est-à-dire quand bien même votre plaque il est normalement constitué, il est légal, mais qu'il est vieux, n'est pas visible, vous échouez à la visite. Oui. Et le renouvellement, ça doit faire 25 000 francs, je crois. Vous devez le renouveler. Vous payez pour le renouvellement. Alors que vous avez une plaque en bonne et due forme qui a été dégradée. La plaque minéralogique même doit être tellement visible que la loi dit que lorsque les feux des plaques ne sont pas fonctionnels, on met la voiture en fourrière. Donc, je pense que nos agents de sécurité, enfin, nos forces de l'ordre sont parfaitement au courant. Je pense aussi que notre contrôle technique est parfaitement au courant. Maintenant, entre le contrôle technique et ce qui se passe sur la route, il y a forcément un décalage. On voit toutes les voitures. Il y a l'euphorie de voir la star passer. Il y a des décalages qui sont liés à la mise en œuvre des réformes. OK. Thierry, la star qui passe. Allons-y, vas-y. Mais bien sûr, on poursuit toujours sur les réformes et surtout l'essence même de ces réformes-là. On a parlé notamment du permis de conduire. Qu'en est-il du transport routier? Le transport routier est au cœur même de la réforme. Comme je disais, on a eu une loi d'orientation du transport routier en 2015, en fin 2015. On a réformé les conditions d'exercice de la profession. On ne s'élève pas comme ça pour faire le transport routier. Je me rappelle que des fois, il y avait des légendes urbaines qui disaient non, il y a un Ivoirien qui n'arrive pas à faire le taxi au Niger. C'est quasiment les mêmes dispositions chez nous ici. La dernière fois, on a vu qu'il faut une entreprise de droit ivoirien pour pouvoir faire le transport routier. Donc, on a réformé toutes les conditions d'exercice. On a voulu réformer aussi tout ce qui est parc automobile avec le renouvellement des parcs, avec l'interdiction d'importer des véhicules d'un certain âge, avec l'interdiction de faire circuler aussi des véhicules d'un autre âge dans le transport routier. Le gros camion, les cars, pour le transport des marchandises de personnes, je crois qu'autour de 10-15 ans, ça doit plus circuler. C'est des réformes qui sont prévues par la législation. Alors, on poursuit donc avec cet autre élément. Moi, il y a quelqu'un qui me disait il n'y a pas trop longtemps, je reçois des SMS depuis, je ne sais pas, j'ai beaucoup de 2000 à payer parce qu'il y a, il y a toutes ces infractions-là. On en vient maintenant à la vidéosurveillance. On va peut-être vous demander que retenir de cette réforme, même si elle est toujours en vigueur et puis les choses se passent quand même. C'est l'une des réformes qui a fait l'objet de plus de communication, beaucoup de buzz aussi, tout à fait, parce qu'on s'y attendait. Je pense que la réforme, sur le plan technique,
est parfaite, puisqu'on a pu installer toutes les caméras qu'il faut, on a pu les tester, on a vu les centres de traitement. Mais je pense que la réforme a allé un peu plus vite que la musique, puisque tout ce qui va être législation derrière n'a pas encore été prise. Donc du coup, ça ne permet pas au gouvernement de pouvoir déployer la réforme dans toute sa sphère. La vidéosurveillance vient comme un complément du droit de procédure pénale. Donc, pour vraiment arriver à mettre ça en conformité, je sais qu'on nous avait lancé la mise en œuvre en 2019, puis en 2020, puis en 2021. On a fait des textes. Malheureusement, je ne peux pas dire grand-chose parce que ces questions m'ont été posées et ceux qui sont censés répondre, c'est-à-dire le ministère, ils n'ont pas encore apporté des réponses qu'il faut. Donc, on regarde. Je suppose que tant qu'on ne vous a pas encore condamné, tant qu'on n'a pas encore fait... On est en phase test, je suppose. Bien sûr, nous sommes peut-être... On ne nous a pas donné les conditions d'exercice de test. On ne sait pas si c'est des infractions qui ont été constatées en 2019 qu'on applique maintenant. On ne sait pas si c'est juste des trucs à titre informatif. On n'a pas encore d'informations. Et on espère que le gouvernement, au temps opportun, va nous expliquer. Donc, on démarrera les usages et puis après, on verra l'application. En tout cas, on nous prépare à changer de mentalité. Tout à fait. Ça va être une très belle réforme à achever. Et vous parliez notamment de cette réforme qui aurait créé le buzz. Il y en a une autre aussi, celle de la formation à l'auto-école. Oui, elle a été réformée, malheureusement, elle est encore en retrait. C'est pourquoi on a vu avec l'action du ministère des Transports de renouveler, enfin de remplacer ou d'aller mettre en formation tous ces inspecteurs. Ouais. La réforme a changé. D'abord, la réforme tire sa source même d'une réglementation communautaire. On est censé aller vers une formation unique dans l'espace UOMOA. Les 8 pays doivent avoir le même type de formation, le même modèle de formation. On a mis une directive en place qui dit voici comment on doit former les gens. Il y a même 10 disciplines qui ont été citées, il y a même des heures qui ont été mises en place. Donc on essaie de s'adapter. Je sais que dans la réforme, on a mis en place un programme officiel. C'est ce qu'on m'a dit avec le ministère. On n'a pas encore déployé. Je sais qu'on est en train de passer même, on est en train de réformer même la formation des moniteurs. On passe à un BPKC selon le modèle français pour pouvoir peut-être numériser ou, je vais dire, améliorer la formation. Je sais que ça change. Ce qui va peut-être faire enfin, ce qui va peut-être gêner, c'est les auto-écoles en parlent. Oui. Ils veulent qu'on mette en place un décret pour confirmer les coûts des formations. Puisque là, dans la réforme, on ne va plus faire les formations groupées, formations toutes catégories. On va faire formation permis par permis. Donc le permis va être un peu plus cher. Je ne sais pas comment ça va coûter. Quand on leur demande, il parle de 150 000 par permis. Donc si on doit faire une catégorie qu'on doit multiplier par 5 ou 6, on imagine un peu. Donc il y a des réformes en cours. Je pense qu'on est encore en négociation avec les acteurs, mais la réforme de la formation va avoir lieu. Il n'y a rien à dire. Je pense que d'ici quelques mois, ils vont signer le décret des moniteurs d'auto-école. Ils vont peut-être aussi harmoniser la formation des inspecteurs. Et peut-être qu'on sera dans la réforme de la formation. Pourquoi pas? Alors, on continue d'harmoniser donc toutes ces réformes-là. On en vient maintenant aux accidents de la route. Des réformes sur la gestion, bien sûr, de ces accidents de la route. C'est là où le bas blesse parce que, bon, je pense que c'est une des réformes qui a été peut-être négligée. Je sais qu'on a pris un texte pour mettre en place un système harmonisé. Je parlais tout à l'heure de l'espace UOMOA. On veut avoir des données fiables sur les accidents. Parce que ce n'est pas normal que des États assez développés comme la Côte d'Ivoire, on donne un chiffre de 600 ou 700 décès par an et que l'Organisation mondiale de la santé ne multiplie pas 10. On nous dit qu'on a entre 6 000 et 7 000, donc il y a des écarts qu'il faut corriger. On a mis en place un système de gestion, malheureusement, bon, ça n'a vraiment pas encore été déployé dans les organisations qu'il faut mettre en place. D'accord. Et là, c'est concernant la gestion des accidents au niveau de la route. Hein. Oui. On tente à avoir une harmonisation même des actions. Peut-être revenir sur le permis de conduire. Vous avez parlé de la formation à l'auto-école. Bon, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. En même temps, on est en train d'évoluer sur de nouvelles pratiques. Qu'est-ce à dire pour les personnes qui seraient déjà conducteurs ou conductrices de véhicules? Le permis de conduire serait reformé aussi? Il y aurait des mises à jour à faire? Tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup de mises à jour à faire. J'avais déjà dit que les délais sont réduits. Donc, pour les conducteurs, tous les 5 ans, il va falloir repasser le permis. Donc, si vous avez échappé à la réforme maintenant, dans 5 ans, ça va vous rattraper. Il va falloir repasser. Et il y a tout ce qui va être mis en place par la commission de retrait des permis qui vont peut-être imposer des mises à jour, des actualisations de votre formation. Donc, bien évidemment, vous ne pouvez pas échapper. Dis donc, à cette allure-là, on finit les études, mais on ne finit pas à conduire. On ne finit pas d'apprendre à conduire. Oui. Tout à fait, c'est très bien dit. Et on en a véritablement besoin, et surtout lorsqu'il y a des infractions comme ça sur la route, on parle de retrait de points, de permis de conduire. C'est jusqu'à combien de points? On n'a pas encore défini, comme je dis, on n'a pas encore défini. Je pense que c'est là encore, c'est une réforme qui a été oubliée, c'est la réforme de la contravention. C'est-à-dire, on a des tests de 1963, des amendes, j'allais dire, insignifiantes quand même, de 500, 1000 francs, 2000 francs comme amende forfaitaire depuis
depuis 1964, une amende où le test prévoit que l'agent de circulation a une partie de l'amende qu'il va prélever. Du coup, ça ne sert à rien. Je pense qu'une des réformes qu'il faut mettre en œuvre, c'est la réforme de la contravention. Parce qu'on ne s'en sort plus entre... Est-ce que c'est 22 500 francs qu'on paye pour la police au travail? Est-ce que c'est 2 000 qu'on paye par-ci? Il y a tellement d'informations de part et d'autre qu'il faut vraiment se concentrer sur la réforme c'est du droit pénal, de la contravention, pour pouvoir peut-être tirer vers le haut toutes les autres réformes. Restons concentrés donc. Restons concentrés et restons encore sur nos routes et de fort belle manière et savoir l'impact de ces réformes-là sur les usagers même de la route. Oui, globalement, on ne sent pas vraiment l'impact, globalement, parce qu'on a toujours un secteur assez désordonné, il y a surtout des bagarres. Globalement, on ne va pas sentir. Mais je pense qu'individuellement, ça commence à venir. Je vois que certaines entreprises de transport essaient de se mettre à jour. Je vois de nouveaux véhicules, ils ont compris. Par exemple, dans le renouvellement du parc auto, la sécurité routière a pu compter sur le commercialisme des banquiers qui ont compris l'opportunité, qui l'ont exploité. Donc on sent que certaines entreprises essaient de renouveler le parc auto, mais globalement, je pense qu'on n'a pas encore vraiment avancé. Alors, dans tout ce que vous êtes en train de dire, si je ne m'abuse, alors on a le sentiment qu'à 60%, je dis bien 60%, ça peut être moins comme plus, il y a beaucoup de difficultés dans la mise en œuvre, et bien sûr, de toutes ces réformes-là. Oui, il y a vraiment beaucoup de difficultés dans la mise en œuvre de ces réformes. Parce que, bon, déjà, il y a une méconnaissance de ces réformes par les acteurs qui sont concernés. Oui. C'est-à-dire, on le constate au quotidien. Il y a aussi d'autres impacts qu'il faut prendre en compte, comme le facteur corruption qui existe, qui est très poussé dans le milieu. On parle des raquettes depuis un bon moment. On a aussi tout ce qui va être illettrisme, parce que bon, on a des gens qui vont être difficiles à mener vers la réforme parce que ça va demander des changements de comportement assez, j'allais dire, assez rudes. Donc il y a tout ça qui fait que ça traîne un peu, mais c'est des réformes, hein. C'est des grosses réformes pour moderniser un gros secteur. J'espère que ça va aboutir, mais ça prend du temps. Et justement, vous avez parlé de buts à atteindre. Quand on sait que ce secteur-là, il est assez vaste, complexe et multiple, que faut-il faire finalement pour que ces réformes-là aboutissent et aient l'impact escompté? Je pense que le ministère sait très bien ce qu'il faut faire, mais je pense que des fois, ils vont par des réformes en réforme. Je pense qu'il faut penser globalement et associer tous les acteurs. Moi, j'ai des acteurs que je ne vois pas très actifs dans le milieu de la réforme. J'estime que c'est un peu dommage. Je n'entends pas souvent parler de l'Office de sécurité routière qui devait être pionnière de la réforme. Il y a d'autres acteurs qu'on oublie souvent. Je pense que c'est une réforme qui est globale. Il faut les penser globales. La police, la gendarmerie, les usagers, les transporteurs. Je pense qu'il y a des structures qui sont mises en place pour ça. Malheureusement, bon, ça n'a pas encore été... Je vais dire, ça n'a pas encore pris. Mais je pense qu'il faut penser globalement. Même des ONG en matière de promotion de sécurité routière, des acteurs, je parlais des banquiers qui ont permis de favoriser le crédit bail et le renouvellement du parc auto. Il y a d'autres acteurs qui sont peut-être, je ne dis pas visibles, mais qu'il faut associer à la réforme. On va dire au terme de tout cela, de tout ce que nous avons dit et de ces réformes qu'il faut donc retenir que sur nos routes, il faut avoir un très bon comportement. Il faut avoir un très bon comportement. Et ça ne dépend pas des réformes, ça dépend de nous-mêmes. Bien sûr. Voilà. C'est pour notre propre sécurité, notre vie. Est-ce qu'il y a des axes sur lesquels on aurait pu revenir? Parce qu'il faut le reconnaître, hein, nous sommes vraiment en fin de saison. Donc, certains petits rappels. Moi, personnellement, peut-être parce que je suis juriste et c'est une déformation, je pense qu'il faut réformer tout ce qui est droit pénal. On a une vieille loi de 1963 qui criminalise les infractions en matière de routière. On ne l'a pas reprise dans le code pénal qu'on a réformé récemment. Et je pense que c'était une grosse erreur. Parce qu'à la base, le code de la route tire sa source du droit pénal. On va sanctionner des gens. Il faut vraiment repenser cette formulation-là. Il faut vraiment augmenter, je suis peut-être le seul à penser, mais il faut augmenter les amendes forfaitaires. Il faut revoir la formulation des amendes forfaitaires. Il faut les réviser à la hausse pour qu'on soit conscient. Moi, j'ai vu des automobilistes balancer juste les 2000 francs comme ça, comme si de rien n'était, parce qu'il était dans une grosse cylindrée. Mais s'il devait payer plus cher, il allait peut-être réfléchir par deux fois. C'est clair. Je pense qu'il faut y arriver là. Merci beaucoup en tout cas à Maître Paul Anoekou. Avec lui, bien sûr, nous sommes sur nos routes, mais on donne toutes les indications pour savoir quel comportement avoir sur nos routes et savoir qu'il y a des lois. Lorsque nous sommes sur les routes, il faut les respecter. Donc, merci à vous. Merci beaucoup. Très bon début de semaine. Maintenant, on s'installe dans la thématique investissement en compagnie de notre expert financier habituel, M. Guy Abi-Nogues, avec qui nous parlerons de ce que c'est que l'investissement social responsable. Ce sera bien sûr après le jingle envoyé par Jacques Bron.
Il est avec nous et on en parle, investissement social responsable, donc bonjour. Bonjour Thierry. Bienvenue. Bonjour Alix. Bonjour Monsieur Abinogues, bienvenue une fois de plus sur le plateau de la matinale. Oui. On parle de l'ISR. Qu'est-ce à dire? Que renforme cette appellation? Oui, l'ISR, c'est l'investissement socialement responsable. Il faut dire qu'il n'y a pas de consensus au niveau de la définition en ce qui concerne donc l'ISR. Et toutefois, des organismes internationaux ont convenu que le contenu que devait donc renfermer l'ISR devrait donc tourner autour des facteurs liés à l'environnement, liés à la société et liés à la gouvernance. Donc l'ISR aujourd'hui peut se définir comme étant une démarche qui consiste donc à intégrer, j'allais dire, tous les critères extra-financiers qu'un gérant de portefeuille, qu'un investisseur doit donc prendre en compte, notamment dans le choix de ses portefeuilles d'investissement, dans le choix de ses prises de décision. Et ces critères extra-financiers vont porter donc sur l'environnement, vont porter donc sur la société, notamment les questions sociales et éthiques, et vont également donc porter sur la gouvernance donc des entreprises dans lesquelles ils souhaitent investir. À présent, évoquons les entreprises qui offrent des produits d'investissement responsables. Quels sont ces produits-là? Et puis, est-ce qu'elles peuvent elles-mêmes, bien sûr, adopter leurs propres règles de sélection? Oui, d'abord, ces produits sont les produits classiques que nous connaissons. Ce sont donc les fonds communs de placement, ce sont les actions, ce sont les obligations. Et effectivement, ces entreprises peuvent adopter donc leurs propres règles de sélection. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de consensus à ce niveau-là. Et donc, toute entreprise qui désire donc offrir des produits liés à l'investissement socialement donc responsable peut donc opérer à ses propres critères de sélection. C'est ce qui crée d'ailleurs la difficulté dans ce domaine-là, en ce qui concerne donc l'ISR. Toutefois, comme je l'ai dit, il y a trois facteurs autour desquels tout le monde donc se met d'accord. Ce sont donc les facteurs donc liés à l'environnement, liés donc à la société et à la gouvernance. C'est très important. Et investir en ce mode de responsabilité ou ce mode durable peut-il permettre même de prendre en compte et de gérer davantage les risques pour les entreprises? Oui, parce qu'il y a un autre aspect, il y a un aspect, j'allais dire, qui n'est pas du tout donc pris en compte lorsqu'on reste notamment dans les aspects classiques liés à l'investissement. Lorsque vous avez des aspects qui sont uniquement basés sur les critères financiers, vous vous fiez à ces critères-là pour pouvoir donc prendre une décision d'investissement. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut aller au-delà de ces critères pour intégrer d'autres critères liés notamment à l'esprit d'entreprise même dans la société dans laquelle vous décidez donc d'investir. Si par exemple vous décidez d'investir dans une entreprise X qui se trouve dans une zone donnée et qui est en train par exemple d'exploiter donc du pétrole, la question qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce que cette entreprise fait au-delà donc de l'exploitation du pétrole dans cette zone. Comment sont traitées les communautés locales? Comment est traitée donc la biodiversité dans cette zone? Comment, j'allais dire, les responsables de l'entreprise appréhendent toute cette problématique-là? Alors, l'investisseur que vous êtes, quand vous décidez d'investir dans une telle société, vous devez donc faire attention, notamment à intégrer donc tous ces critères-là dans les choix de votre, j'allais dire, dans le choix des portefeuilles d'investissement que vous allez donc retenir in fine. C'est pour cela que les gros investisseurs, notamment qui s'intéressent à ce type de produits-là, ce sont plutôt des investisseurs institutionnels, ceux qui peuvent vraiment faire changer la donne, notamment les grosses compagnies d'assurance, les banques, les fonds de pension, qui ont suffisamment donc de fonds et qui peuvent effectivement donc faire changer la donne sur le terrain. Restons avec ces critères-là. Donc, quelle est l'approche de l'investissement responsable par rapport aux différents critères d'investissement que nous avons? Alors, vous savez, comme j'ai dit, il y a trois facteurs qu'on appelle donc les facteurs ESG. E pour environnement, S pour société et G pour gouvernance. Alors, au niveau de l'environnement, il s'agit de quoi? Il s'agit donc de protéger l'environnement. Il s'agit donc de regarder, de protéger la biodiversité. Il s'agit d'utiliser, par exemple, des, comment dirais-je, des critères qui vous permettent notamment donc, de respecter donc, en un trait l'environnement. Il faut faire attention donc, aussi à limiter donc, les changements, à voir les impacts de la limitation donc, des changements climatiques, à voir également donc, les impacts de l'émission de gaz à effet de serre, notamment sur, comme on appelle, l'environnement général dans lequel cette entreprise évolue et sur les populations donc, dans ces zones concernées. Au niveau, par exemple, de la gouvernance, de la société d'abord, ce qu'il est important de voir, il faut surtout veiller à l'équité entre les hommes et les femmes et donc agir avec beaucoup d'équité en ce qui concerne donc les minorités que vous trouvez donc sur place. Il faut éviter aussi notamment donc d'employer donc des enfants pour pouvoir donc travailler, parce qu'une fois que tout cela est fait,
l'investisseur que vous êtes, j'allais dire, si l'entreprise ne se conforme pas donc à ces principes-là, vous décidez, en tant qu'investisseur institutionnel, puisque vous avez un poids, vous décidez donc de ne pas investir dans ce type d'entreprise. Au niveau, par exemple, de la gouvernance, il faut vous assurer simplement que les administrateurs qui composent le conseil d'administration de ce genre de société sont complètement indépendants. C'est d'ailleurs pour cela qu'on parle donc de plus en plus d'administrateurs indépendants, même ici en Côte d'Ivoire, d'administrateurs indépendants dans la plupart des sociétés. C'est-à-dire ce sont des personnes physiques qui sont administrateurs donc, de ces sociétés-là, mais qui ne sont pas du tout liées à ces sociétés-là. Elles sont complètement indépendantes et elles ont un regard extérieur donc, par rapport au fonctionnement de ces sociétés et elles apportent quelque chose de nouveau par rapport donc, à la vision de l'entreprise. Il faut aussi s'assurer que toutes les conditions de travail sont justes et équitables pour l'ensemble donc, des employés. Ce sont autant de valeurs que l'investisseur donc professionnel, l'investisseur institutionnel va regarder lorsqu'il décide donc de faire un choix d'investissement par rapport à une entreprise donnée. C'est pour cela que toutes les entreprises qui entrent dans ce type donc, de processus se doivent donc de respecter donc, ces trois facteurs-là, notamment les facteurs liés à l'environnement, à la société et à la gouvernance. Pour ainsi dire, finalement, c'est un investissement qui est lié fortement aux objectifs du millénaire pour le développement. Tout à fait, tout à fait. Au fond, ce sont des investissements aujourd'hui qui sont fortement encouragés par les Nations Unies. Vous savez, dans les pays occidentaux, ce processus d'investissement aujourd'hui connaît vraiment un grand essor. Bon, nous, ici en Afrique, on y est, donc, j'allais dire, je ne dirais pas des salles de balbutiement, mais ça commence à être pris en compte, notamment dans les choix d'investissement. En Europe, aux États-Unis et dans la plupart donc, des pays occidentaux, lorsqu'un gros institutionnel décide de composer son portefeuille d'investissement, il va s'indiquer qu'il faut absolument qu'il présente à son conseil d'administration des produits liés donc à l'investissement socialement donc responsable, des produits qu'on qualifie donc d'éthiques qui lui permettent donc de dire, messieurs, je fais attention donc à mes choix d'investissement et j'investis dans des sociétés qui elles-mêmes respectent donc tous ces facteurs-là et qui sont bien conscientes de ce que l'environnement global de la population doit être respecté. Bien sûr. Ce sont des entreprises qu'il faut, créer, des investissements qu'il faut créer, donc, parce que, comme vous l'avez cité dans vos éléments, on parle même de ne pas fabriquer d'armes offensives ou des produits de tabac. On touche même à la société. Effectivement, effectivement, on touche même à la société, on touche les activités donc, de la société. Oui. Vous savez, il y a des fonds qui se sont créés, qu'on appelle donc des fonds éthiques ou des fonds d'exclusion, notamment dans les pays anglo-saxons. Lorsque vous êtes vous êtes une entreprise qui opère dans certains secteurs, dans le secteur de l'armement, dans le secteur du jeu, dans le secteur donc, du tabac, et dans le secteur, par exemple, du nucléaire, ces investisseurs-là décident simplement de ne pas du tout vous intégrer dans leur portefeuille d'investissement. Vous êtes complètement exclus de leur portefeuille d'investissement. Et il y a aussi ce qu'on appelle donc des fonds socialement responsables qui, eux, intègrent tous les critères donc, liés à l'environnement et tous les critères liés donc, à la société. Si vous ne respectez pas ces critères-là, alors, quelle que soit l'entreprise que vous êtes, quelle que soit la taille de votre entreprise, vous ne pouvez pas faire partie de leur portefeuille d'investissement. Or, pour une entreprise, il est important de faire partie de ce gros portefeuille d'investissement détenu par ce type d'investisseurs qui sont les investisseurs donc, institutionnels, parce que cela vous donne de la visibilité, cela vous donne donc une certaine notoriété vis-à-vis, donc, j'allais dire, de vos activités. C'est important finalement la réputation qu'on en tire à être dans ce canevas d'investissement socialement responsable. À quoi comme retour sur investissement? Parce qu'on parle d'économie finalement. Oui, on parle d'économie, on parle donc d'argent effectivement, parce que j'allais dire, à la fin de la journée, pour l'investisseur lambda, lorsqu'il décide donc d'avoir cette approche de l'investissement socialement responsable, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à gagner de l'argent, mais il cherche à gagner de l'argent, j'allais dire, de manière éthique. Vous voyez, il n'est pas prêt à gagner de l'argent tout azimut en investissant dans des entreprises, par exemple, qui elles-mêmes ont pour activité principale le nucléaire. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je cherche à gagner de l'argent, mais je veux investir donc dans des entreprises qui respectent dans ces trois facteurs-là, en espérant que j'aurai donc un rendement donc élevé, en espérant que le risque que vont me faire courir ces entreprises-là sera un risque donc minimal, et en espérant aussi que les critères de performance de ces entreprises-là, notamment, vont me permettre, auront donc un impact positif sur l'environnement, sur la société et sur la gouvernance des entreprises. Voilà, c'est dans ces conditions-là seulement que je veux gagner de l'argent.
Alors, M. Guy Abinogues, il y a quelque chose qui me vient en tête là, au vu de ce que vous êtes en train de nous dire. Au niveau de la gouvernance, nous sommes dans un monde aujourd'hui où il y a la corruption partout, pratiquement dans tous les secteurs. Est-ce que cette corruption-là ne devient pas un peu un frein, une difficulté dans toute cette belle démarche d'investissement responsable? Oui, on parle de bonne gouvernance, on parle de bonne pratique. Effectivement, c'est un élément qui est pris en compte. C'est un élément qui est pris en compte par ces investisseurs institutionnels. Lorsqu'ils parlent de gouvernance, ils regardent donc dans cette société et à la limite, ils essaient donc de voir les pratiques anticorruption qui sont mises en place par la société. Ils essaient également donc de comprendre notamment toutes les politiques qui sont développées donc autour de toutes les activités donc liées donc au lobbyisme, parce que ce sont ce type d'activités qui évidemment concourent quelquefois donc à la mise en place de la corruption. Donc ils essaient donc de comprendre quelles sont les politiques notamment qui sont rattachées donc à tout cela. Si ces investisseurs-là sont satisfaits notamment de toutes ces politiques-là au niveau de ces entreprises-là, alors ils décident d'investir dans ces entreprises-là. Dans le cas contraire, ils vont tout simplement donc s'en éloigner parce que pour eux, ces entreprises donc, dans lesquelles ils avaient souhaité donc investir, ces entreprises n'arrivent pas donc à respecter donc les fameux donc critères liés à l'investissement socialement responsable. De votre déroulé, on entend bien qu'il y a une sélection et qui est faite en fonction de la sensibilité peut-être de l'investisseur pour un type d'investissement ou un autre. Finalement, quelle est la corrélation avec les législations même sur place et un peu plus poussée au niveau international? Qu'est-ce que je gagne finalement à être aussi sensible à la préservation, par exemple, de l'environnement, au respect de l'équité, ce genre de choses-là, quand quelqu'un amasse beaucoup d'argent, peut-être dans le nucléaire, dans l'armement, voilà. C'est d'abord une question, j'allais dire, de sensibilité. Comment vous percevez donc, j'allais dire, le monde dans lequel vous vivez? Est-ce que vous êtes pour gagner de l'argent, notamment en fabriquant donc des armes ou en évoluant par exemple dans le secteur donc, de l'industrie nucléaire? Libre à vous. Mais dans ces conditions-là, vous aurez vos investisseurs donc à vous, parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui viendront donc vous accompagner dans ce que vous êtes en train de faire. Mais sachez que la plupart, notamment des gros investisseurs, ceux-mêmes qui sont des décideurs, ceux qui aujourd'hui influencent notamment les positions des banques, les positions des fonds de pension, les positions des plus grosses compagnies donc d'assurance de ce monde, ne viendront pas avec vous. Voyez? Parce que le petit investisseur lambda qui constitue donc la masse notamment de la classe de tous les investisseurs, va dire, messieurs, le fonds d'investissement que vous me présentez à moi et dans lequel vous voulez que j'investisse ne respecte même pas ces facteurs liés au monde dans lequel je vis. Comment voulez-vous que je puisse investir dans une industrie qui, elle, est en passe de détruire le monde dans lequel je suis en train de vivre? Je ne peux pas le faire. Donc, dans ces conditions-là, présentez-moi d'autres produits d'investissement dans lesquels je vais pouvoir donc investir. Peut-être que je vais donc revenir donc à mes investissements initiaux et me conformer uniquement aux critères donc financiers et faire donc mes investissements. Mais là encore, je vais regarder donc les pays dans lesquels ces entreprises-là investissent. Par exemple, si vous avez une entreprise donnée qui va investir dans un pays où il y a une dictature, j'allais dire, reconnue par le monde entier et où les pratiques, évidemment, portent des préjugés donc énormes dans le monde entier, et vous estimez que vous gagnez de l'argent là-bas et vous devez donc y rester, mais il va sans dire que vous allez vous éloigner, j'allais dire, de bonnes pratiques du reste du monde. Voilà, des bonnes pratiques de la société et partant du reste du monde. C'est vrai qu'on parle d'argent, c'est vrai qu'on parle de gros sous, on aime tous l'argent et tout, on a tous envie d'investir, donc, mais il faut mettre en avant un comportement éco-responsable. Effectivement. C'est pour cela que l'investissement socialement responsable aujourd'hui vient pour, j'allais dire, clarifier les choses, vient pour permettre à tout un chacun de pouvoir donc faire ce qu'on appelle donc un investissement juste, permettez-moi l'expression. Et cet investissement socialement donc responsable appelle effectivement un comportement donc, de la part de ces entreprises dans lesquelles donc, on investit et amène donc ces entreprises à corriger notamment, j'allais dire, les secteurs dans lesquels elles sont amenées donc, à opérer et à faire attention à un certain nombre de choses, notamment à l'environnement. On a vu tout à l'heure, notamment donc aussi à la société elle-même et puis notamment donc à leur propre gouvernance. À partir de cet instant, lorsque ces trois facteurs-là sont pris en compte par ces entreprises-là, tout individu qui veut donc investir, notamment au niveau de ces gros fonds d'investissement, n'a aucun problème pour le faire. Mais par contre, ce que je voudrais surtout souligner, c'est que même ces fonds d'investissement, pour faire les choix
j'allais dire, par rapport donc, à ces entreprises-là, ces choix ne sont pas toujours évidents. Parce que même si vous décidez donc d'investir dans ces entreprises qui sont censées respecter ces 3 critères, qu'est-ce qui vous dit qu'un critère n'est pas beaucoup plus dominant qu'un autre? Vous voyez? Qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y a qu'un seul critère qui est appliqué par rapport donc, notamment aux 3 critères dans son entièreté? Donc ça pose un problème là. C'est ce qu'on appelle donc, c'est relatif pardon, aux difficultés que vous rencontrez lorsque vous voulez donc investir, notamment de manière sociale et de manière donc responsable. Et justement, on va rester peut-être sur les critères, hein, avec ce listing d'éléments qui pourraient nous emmener facilement à investir en ISR. Ma question précédente était à dessein. Quand on sait que les grosses institutions financières ou même l'ONU, par exemple, décident ou incitent à favoriser des investissements sains, pourquoi il n'y aurait pas peut-être des récompenses pour ces investisseurs-là qui naturellement s'orientent vers ce type d'investissement et puis des sanctions pour les autres? Non. Ça pourrait rééquilibrer les choses parce que tant qu'à faire, on parle de money, d'argent. Oui, mais vous savez que l'investissement est d'abord, j'allais dire, personnel. Personne ne vous oblige à investir. Donc on ne peut pas vous récompenser parce que vous investissez. Mais c'est un impact, si c'est un impact positif sur la communauté. Oui, tout à fait. Mais l'impact, c'est d'abord au niveau donc, des sociétés dans lesquelles vous voulez investir. C'est à ce niveau-là qu'il faut donc agir. C'est pour cela que ces facteurs-là, aujourd'hui, sont pratiquement donc, imposés, notamment à toutes ces sociétés-là. Dans les pays occidentaux, c'est très clair. Vous ne pouvez pas du tout opérer donc dans un secteur qui est formellement interdit et espérer donc avoir en retour un certain nombre d'investisseurs qui vont vous accompagner. Cela n'est pas du tout possible. Voyez, dans nos pays encore, comme la législation n'est pas, j'allais dire, très stricte à ce niveau, évidemment, tout est permis. Mais dans ces pays-là, vous êtes une société donc X et vous investissez donc dans un secteur d'activité donc lambda et des déchets toxiques, ce genre de choses. Voilà, qui est préjudiciable, notamment donc comment dirais-je, à l'environnement donc humain. Mais bien évidemment, les fonds de pension, les investisseurs institutionnels ne vont pas du tout vous suivre dans ce que vous êtes en train de faire. Et en retour, qu'est-ce qui va se passer? En retour, vous allez donc suivre donc les, comment dirais-je, le retour donc de la loi et vous allez voir même vos activités donc interdites, notamment dans certains pays. Voilà, donc, en tant qu'entreprise, vous vous exposez, j'allais dire, à la rigueur de la loi. Il n'y a pas de récompense, mais il y a des sanctions. Ah, mais il n'y a pas de récompense, effectivement, mais il y a des sanctions. Et ça fait la différence. Il n'y a pas de récompense, mais il y a des sanctions. Alors, ce que vous êtes en train de nous dire là pourrait interpeller eh bien, des jeunes entrepreneurs. C'est vrai qu'on parle de grosses boîtes, hein, de grosses entreprises et tout, mais ça pourrait interpeller des jeunes entrepreneurs à se lancer, bien sûr, dans des activités, investir surtout dans des activités qui, certes, envoient des sous, il y a un retour sur investissement, mais qui permet d'avoir ce comportement éco-responsable. Oui, mais vous avez, ici même en Côte d'Ivoire, vous avez des jeunes gens qui, notamment au niveau de leur start-up, travaillent sur des énergies renouvelables. Et je pense que ce sont des jeunes qu'il faut vraiment donc encourager et mettre les moyens donc à leur disposition pour qu'ils arrivent donc à véritablement développer donc leurs activités et mettre le retour, le profit donc de cette activité-là à la disposition du plus grand nombre. Vous voyez? Et je trouve que ça, c'est vraiment important. Si vous avez des opérateurs économiques qui travaillent dans ce type de secteur et qui prennent en compte l'environnement et qui prennent en compte tous ces facteurs, notamment relatifs donc, à l'investissement socialement donc, responsable, pour ma part, je pense que ce sont des personnes qu'il faut donc encourager en leur permettant donc d'accéder à un certain nombre de financements, ce qu'on appelle donc les financements verts, en leur permettant donc d'accéder à un certain nombre de financements pour leur permettre notamment de développer leurs activités. Et la lucarne est bien trouvée ici pour, pourquoi pas, essayer d'identifier les secteurs qui pourraient favoriser ce type d'investissement-là, en conformité bien sûr avec l'ESG. Et puis, comment peut-être donner des astuces pour pouvoir vraiment accéder à ces financements verts-là qui existent sous d'autres cieux et qui ne sont pas fermés à des territoires bien précis? Oui, vous savez qu'aujourd'hui, si vous êtes, comment dirais, vous êtes une activité qui opère dans ce type d'activité, vous pouvez vous adresser notamment à tous ces organismes internationaux qui sont même représentés ici donc, en Côte d'Ivoire et présenter ce que vous êtes en train de faire. Et si, comment dirais-je, pour ces organismes-là, ce que vous êtes en train de faire touche au plus grand nombre et ne va pas du tout impacter donc, à l'environnement dans lequel, comment dirais-je, les populations ivoiriennes donc, vivent, il va sans dire que ces organismes vont vous accompagner en mettant en place des financements
donc, pour vous, à travers donc, notamment le processus des financements verts. Et ce sont comment on appelle, des voies d'investissement, des voies de financement pardon, qui existent, notamment dans tous ces grands organismes reconnus ici et là dans le monde entier. Alors, dans tout ce que vous êtes en train de dire, hein, il faut forcément tenir compte de toutes les difficultés, du risque aussi. On revient encore avec ce mot. Oui, oui, oui. Vous savez, l'élément principal lorsque vous êtes en train de faire un investissement, c'est le risque. Vous recherchez donc de la rentabilité, mais en même temps, vous voulez donc amoindrir les risques qui sont liés à votre investissement. Et justement, les facteurs ESG, l'idéal, enfin, ce que recherchent les investisseurs en tenant compte de ces facteurs ESG, ils se disent, en investissant donc de manière donc, socialement donc, responsable, les risques associés donc, à ce type d'investissement-là sont effectivement donc, limités. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, je l'ai dit en amont, il n'y a pas que les critères extra-financiers qui comptent finalement, donc, au final, notamment pour la détermination des résultats les résultats finaux des entreprises. Il y a également donc, en amont tous les critères donc, financiers qu'il faut donc comprendre. Donc c'est un tout. Vous voyez, vous avez à la fois les critères financiers d'une part et vous avez donc d'autre part tous les critères extra-financiers. Mais dans l'investissement socialement responsable, ce sont les critères donc extra-financiers qui prédominent donc sur les critères donc financiers et qui amènent les investisseurs institutionnels à investir donc dans des entreprises donc données. On va peut-être un peu prolonger sur le cas, par exemple, des jeunes entrepreneurs et start-upers qui lanceraient des activités ou des entreprises éco-responsables et qui respectent naturellement les critères de l'ISR. Quant à l'injection même des finances, sinon la recherche au niveau étatique, cela est régulé d'une certaine manière où on peut naturellement se diriger vers des bailleurs de fonds de ce domaine-là et puis se faire financer. Ça n'a aucune incidence sur l'économie globale d'une nation? Non, il n'y a, enfin, à la fin de la journée, je dirais, il y a une incidence globale, évidemment, dans le résultat final de l'économie. Mais il n'y a pas de régulation au niveau donc, de l'État. Si vous voulez rechercher donc, des financements, vous pouvez vous adresser à qui vous voulez dans le monde entier pour rechercher des financements par rapport à votre activité. Moi, je suis entrepreneur. Je me tends, par exemple, dans le domaine des énergies renouvelables. Il va sans dire que le premier bailleur que je vais rechercher, ça va être donc l'État. J'irai vers donc mon État pour lui présenter donc, ce que je suis en train de faire. Et si mon État est intéressé pour m'apporter donc un accompagnement, l'État m'apportera cet accompagnement-là. Mais la question de savoir quel type d'accompagnement l'État peut donc m'apporter pour pouvoir me soutenir dans mon activité. Il ne s'agit pas de recevoir un chèque et dire que j'ai financé ce jeune entrepreneur-là. Il s'agit donc d'avoir tous les critères d'accompagnement, un peu comme les banques d'ailleurs, pour pouvoir donc à chaque fois subvenir donc à mes besoins, si jamais les besoins donc se présentent à moi dans le développement de mes activités. Donc c'est pour cela qu'il faut plutôt s'orienter vers notamment les organismes donc, internationaux qui sont beaucoup plus habilités, qui comprennent mieux cette problématique de financement-là pour rechercher donc les financements adéquats lorsque vous opérez dans ce type d'activité. Que ce soit avec les jeunes entrepreneurs ou même avec les grosses sociétés, vous nous dites dans vos écrits que la qualité de l'information divulguée par les sociétés donc n'est pas toujours optimale. Qu'est-ce que ça dit concrètement? Oui, elle n'est pas optimale parce que vous n'avez pas la possibilité en tant que vous, investisseur final, de contrôler l'information qu'on vous donne. Le fonds d'investissement vous dit, moi je suis un fonds d'investissement donc éthique et j'inclus notamment dans mes facteurs d'investissement tous les facteurs ESG. Comment vous, en tant qu'investisseur, vous pouvez vérifier notamment tous les facteurs ESG qui sont inclus dans ce fonds d'investissement qu'on vous présente? On va vous donner une note d'information. Vous allez donc lire la note d'information et par rapport, c'est un peu comme les OPCVM d'ailleurs, on vous donne une note d'information, par rapport à cette note d'information, vous décidez donc d'investir. Donc vous allez faire donc le choix d'investissement, mais la question qui se pose c'est de savoir, est-ce qu'à la fin de la journée, l'entreprise dans laquelle vous êtes en train d'investir n'inclut pas beaucoup plus, par exemple, j'allais dire un facteur E, notamment lié à l'environnement, beaucoup plus qu'un facteur S lié donc à la société. Voilà pourquoi on parle de difficulté donc de divulgation donc d'informations. Question d'équilibre. Merci. C'est une question d'équilibre. Merci. Monsieur Avi Guy Nogues, pour votre partition tout au long de cette saison où on a été instruit à l'éducation financière. Nous sommes pratiquement à la fin de la saison. Hein. On est encore là la semaine prochaine, mais il y aura quand même quelques petits réaménagements. D'ores et déjà, vous dire infiniment merci. Et merci aussi aux téléspectateurs. Et oui, merci à vous, merci de nous avoir suivis. On a débuté la semaine. On espère qu'elle va bien se passer. Et puis tranquillement, on va se retrouver demain. Donc, merci à toutes les équipes qui ont travaillé
cette émission aujourd'hui. Au revoir, à demain.